Il est presque midi, donc l'heure j'allais dire, de prendre une petite collation de gestion de patrimoine qu'on va essayer de faire de manière dynamique. Bonjour à toutes et tous, merci infiniment pour votre présence. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et de participer à de la pédagogie financière dans ce monde de la gestion de patrimoine, qui est un monde intéressant et plein j'allais dire, de petites subtilités. Voilà. Donc, bonjour, il est midi. Bonjour Olivier Sénéchal. Bonjour Olivier. Bonjour Jonathan. Alors, je ne t'entends pas. Ah oui, c'est bon, là, je vais t'entendre. Là. Vas-y, c'est bon. Donc, bonjour Jonathan. Voilà, donc Olivier est un confrère avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. On trouve ça toujours plus sympathique et dynamique de vous finalement de le faire à deux, avec chacun nos points de vue, nos spécificités, notre technicité et à votre service pour quelque part vous apporter toujours un peu plus d'éclairage dans ce monde de la gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce sujet de l'assurance vie. Alors le pourquoi de ce webinaire, c'est que déjà on est dans une phase, dans un momentum qui est un momentum assez inflationniste et il faut trouver finalement des moyens un peu j'allais dire, de lutter contre cette inflation, même si elle est un peu en train de se tarir, mais en tout cas, il faut lutter contre cette inflation parce que l'inflation rogne en fait finalement l'épargne et rogne votre capacité, votre pouvoir d'achat, hein, tout simplement. Alors pourquoi? Donc comprendre l'inflation, c'est important pour pouvoir se protéger contre l'inflation et préserver son pouvoir d'achat, comme je vous l'ai indiqué. Je prends un exemple chiffré, hein, qui est un exemple assez, je vais dire assez basique, mais voilà, je dois payer les études de ma fille dans 3 ans pour un montant de 10 000 euros. J'ai cette somme aujourd'hui et je décide de la mettre de côté. Que va-t-il se passer 3 ans après? J'ai 3 options. Soit je la laisse dormir sur mon livret A et avec une inflation, alors on a eu connu une inflation de 5%, mais avec une inflation de 5% dans 3 ans après, finalement, les études me coûteront plus cher, plutôt 11 576 euros. Donc, j'ai un manque à gagner de 1 576. Hypothèse 2, je laisse sur mon livret A. Je mets ça à 3%, ça me permet de sortir un 10 927 euros. Donc, il me manque quand même 649 euros. Et puis après, j'investis, ça à 5% net de fiscalité et j'ai 11 576 euros. Donc, il ne m'en manque rien. Alors, cet exemple, il est volontairement très simpliste. Il ne prend pas forcément des fois en compte la fiscalité, mais néanmoins, c'est pour que vous ayez quand même en tête que malheureusement, on est obligé, c'est un peu ce compteur qui tourne de l'inflation et qui rogne l'épargne. Donc, si je n'agis pas, je fais donc le choix que mon épargne elle soit grignotée par l'inflation. Et ça, c'est important. Donc, pour bien comprendre finalement cette logique d'inflation, il y a l'assurance vie qui est un outil qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est le couteau suisse finalement de l'épargne. Et je vais laisser la parole à Olivier. C'était là, Olivier, qu'on avait dit, ou c'est un peu plus tard? C'est un peu plus tard? C'est un petit peu plus tard. Un peu plus tard, oui, c'est ça. Oui. Donc, je vous fais d'abord la partie donc explication sur le fonctionnement de l'assurance vie, et puis après, oui, c'est ça. Il y avait les objectifs, pardon. Donc, en tant qu'épargnant, c'est important. Souvent, je pense qu'on a la faculté de se dire c'est l'assurance vie ma solution, ou c'est la SCPI ma solution, ou c'est le groupement forestier ma solution, ou c'est livret A ma solution. Je pense que c'est toujours très important quand on est un épargnant de se dire quel est mon objectif patrimonial. Et je pense que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, nous le rappelle souvent dans le cadre de notre métier, parce qu'on est réglementé sous l'autorité des marchés financiers, de toujours bien définir vos objectifs d'investissement. Quel est mon objectif d'investissement? Mon objectif, ça peut être de voyager, ça peut être d'acheter ma résidence principale, ça peut être de protéger les miens, ça peut être de bénéficier de revenus supplémentaires, etc., etc. Et tout ça, ça va induire des objectifs qu'on va un peu, reformuler de façon gestion de patrimoine. C'est constituer un capital à terme, optimiser sa transmission, diversifier son patrimoine, planifier sa retraite, bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. Donc, tous ces éléments, ils sont importants et c'est quelque part, ça doit être, les Anglais diraient c'est bottom line, c'est vraiment le sujet numéro 1.
quel est votre objectif? Et nous, notre job, que ce soit Olivier ou nous au sein de Meilleur SCPI, c'est de vous pousser à bien définir ces objectifs-là. J'ai besoin de protéger mon conjoint le jour où je ne serai plus là. J'ai besoin, voilà. Et après, les outils peuvent en découler, avec bien évidemment le profil du risque. Se dire, voilà, quel risque je suis capable de supporter? Risque de gain, d'espérance de gain, risque de perte potentielle. Voilà. Mais c'est le cœur du sujet, de se poser ces questions-là. Donc pour y arriver, et c'est là où on va passer finalement à Olivier, il y a l'assurance vie. Voilà. Eh bien, l'assurance vie, en effet, c'est un super outil, mais qui fait plein de choses, mais qui ne fait pas tout. Puisque, comme le rappelait justement Jonathan, en fait, il n'y a rien de pire que les stratégies qui consistent à souscrire un produit sans avoir compris pourquoi on le faisait. De ma propre expérience, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était heureux parce qu'il avait souscrit une assurance vie. Je n'ai rencontré que des gens qui arrivaient à être heureux parce qu'ils avaient mis leur patrimoine à leur service et n'en étaient pas tombés les esclaves. Alors, l'assurance vie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une enveloppe fiscale. Ça, c'est un très important, ce terme. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le droit fiscal français. Des enveloppes fiscales, il y en a plusieurs. Il y a l'assurance vie, ceux qui connaissent le PEA, le plan d'épargne salariale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va pouvoir y mettre de l'épargne et que cette épargne ne sera fiscalisée qu'à un seul moment, le jour où j'en sortirai. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, c'est une notion qui est très importante pour l'assurance vie. C'est quelque chose, c'est une enveloppe sur laquelle on va pouvoir piloter sa fiscalité. Et justement, évidemment, ça va créer des leviers d'optimisation. Je profite de prendre la parole juste pour dire que si vous avez des questions, il existe une foire aux questions. Il suffit de cliquer sur le petit point d'interrogation et on se fera une joie d'y répondre. Si possible à la fin du webinaire, et si jamais il y avait trop de questions, eh bien on reviendra vers vous ultérieurement par écrit pour y répondre. L'idée en fait centrale, c'est que ça vous serve à quelque chose de participer à ce webinaire. Alors cette assurance vie, cette enveloppe fiscale, elle va me permettre deux choses finalement. C'est qu'elle va me permettre de piloter ma transmission quand je suis dans une démarche altruiste, hein, c'est-à-dire que voilà, la vie a fait son œuvre, je disparais, l'épargne va être transmise à mes bénéficiaires. Et si elle est pour moi, on va se retrouver dans cette enveloppe fiscale où on va pouvoir loger deux choses différentes, des fonds euros et des unités de compte. Alors, on va y revenir dans un instant, mais pour faire simple, quand on parle de fonds en euros, on parle globalement de capital garanti. Et quand on parle d'unité de compte, on parle de capital non garanti. Ça, c'est pour le vocabulaire, mais c'est très important de bien comprendre qu'il existe deux mondes au sein de l'assurance vie, le capital garanti et le capital non garanti. Alors, justement, hein, comme je disais, on va pouvoir être soit dans une logique de transmission, de générosité, soit d'enveloppe fiscale. Et évidemment, on ne va pas faire fonctionner ça exactement de la même chose. C'est-à-dire que quand on est pour soi, il va falloir être très cohérent par rapport à ses objectifs et ses horizons de placement. Plus on va avoir de temps et plus on a la capacité à accepter des pertes, plus on pourra aller vers l'unité de compte. Alors, accepter des pertes, ça ne veut pas dire forcément être riche. Ça veut dire être capable, ne serait-ce que psychologiquement, des fois, de voir son contrat en baisse. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas du tout, on a des relations très différentes à l'argent. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans le fait d'accepter des pertes ou pas. Mais par contre, il faut être conscient de ce que l'on fait. Il existe, on va le voir après, hein, des solutions d'investissement où mécaniquement, dès qu'on investit, on est en moins-value dans un premier temps. C'est systématique, les solutions sont construites comme ça. C'est pour ça qu'on pense, c'est pour ça qu'on se rejoint avec Jonathan Divers sur le sujet, l'apprentissage et la pédagogie sont indispensables à un investissement qui est raisonnable et raisonné. Donc, les unités de compte d'un côté, avec les fluctuations à la hausse ou à la baisse, le fonds en euros de l'autre. Alors, justement, quand on parle de fonds en euros, on parle donc de capital garanti. Attention quand même, il faut savoir lire dans les petites lignes des contrats, parce que des fois, le capital est plus ou moins garanti. Hein, il y a quand même quelques subtilités dont il faut toujours avoir conscience.
Ça, c'est important. Et là, on va avoir un rendement qui va dépendre des taux du marché. Alors, vous allez me dire, OK, mais quand on dit ça dépend, mais de quoi et de combien? Concrètement, les fonds en euros, ça va dépendre des taux directeurs de la BCE. C'est ce que vous entendez toujours dans la presse, hein. Est-ce que la BCE va monter ses taux, va les augmenter? Concrètement, c'est directement lié à ça. Et il va y avoir derrière aussi surtout des politiques commerciales extrêmement variées de la part des assureurs. On va y revenir dans un instant. Alors, pour les unités de compte, de leur côté. Alors là, le monde est vaste, hein. Unité de compte, ça veut simplement dire capital non garanti. Est-ce que ça veut dire risqué? Bah, oui et non. On peut investir dans de l'immobilier, on peut investir dans des actions, mais on peut très bien investir dans des actions françaises de grands groupes du CAC 40, mais aussi on peut investir dans l'extraction des métaux en Amérique du Sud. Donc on comprend bien que derrière cette notion de capital non garanti, on va avoir une palette de risques extrêmement variée qui va nous permettre en fait de faire un projet qui nous ressemble. Dedans, on va trouver des obligations qui sont très largement revenues à la mode ces derniers temps, ainsi que des produits monétaires, mais aussi des produits structurés, des produits de taux. Alors là, la presse en parle énormément. Ce sont des supports qui sont très largement à la mode et proposés par les assureurs en ce moment. Là encore, bien sûr, c'est la vigilance qui prévaut, parce que ce n'est pas parce qu'on porte un nom qu'on est forcément de bonne qualité. Donc, il faut savoir lire, une fois de plus, les petites lignes et comprendre à quoi on s'engage au risque d'avoir de graves désillusions. Donc, concrètement, hein, quand on a un contrat d'assurance vie, il faut comprendre que tous les contrats d'assurance vie, le mardi 26 mars 2024 à 12h11, quel que soit l'établissement dans lequel vous allez souscrire, ils obéissent tous aux mêmes règles fiscales. Fiscalité pour vous-même, si vous sortez, mais aussi fiscalité de transmission. Par contre, là où il va y avoir des différences, c'est que les assureurs vont vous proposer, en fonction de leur contrat, des solutions d'investissement différentes. Ils vont pouvoir définir des règles en disant ce support, vous pouvez le mettre dedans, ou alors vous ne pouvez pas le mettre dedans. Et l'assureur va acheter pour votre compte les investissements que vous lui demandez de faire. Il va vous envoyer chaque année, même maintenant trimestriellement, un relevé de compte, un relevé de situation, pour être précis, pour voir où vous en êtes. Beaucoup d'informations, ces histoires de relevé trimestriel, relevé annuel, franchement, pour le meilleur et pour le pire. Quand on investit dans des choses qui ont vocation à varier, je ne suis pas forcément intimement convaincu de la pertinence de regarder avidement la valorisation tous les trimestres ou toutes les semaines. Ça peut être des fois un peu anxiogène. Et quelle est la pertinence d'une information au trimestre quand je suis à un horizon de 15 ans? Ça pourrait un petit peu se discuter. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que l'assurance vie, pourquoi c'est plébiscité en fait en France? Eh bien, parce que c'est un outil formidable de transmission. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir désigner librement, à quelques toujours modules près, hein, il faut faire attention, quand on est dans un webinaire, on a un temps réduit, donc c'est une vision toujours un petit peu simplifiée que l'on présente. On va désigner des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on va dire à qui doit aller cet argent le jour où on n'est plus là. Cet argent va être hors succession, ce qui va nous permettre d'avantager certaines personnes de notre choix. Et même si ce sont les enfants qu'on a décidé non pas encore de récompenser à travers l'assurance vie, on va avoir un régime fiscal tout à fait spécifique qui peut avoir un intérêt tout à fait conséquent. Alors là, évidemment, on a parlé de transmission, mais il faut quand même voir qu'il existe aussi des avantages pour soi-même dans le cadre de cette fameuse enveloppe fermée. C'est-à-dire que c'est une enveloppe dont la fiscalité va évoluer dans le temps. On va avoir une règle de fiscale quand le contrat a moins de 8 ans, une autre règle fiscale quand il a plus de 8 ans. Alors ça, c'est un argument que j'aime beaucoup évoquer parce qu'il est largement survendu. C'est, à mon sens, plutôt un argument marketing qu'une réalité opérationnelle. Tout le monde a entendu ça hein, dans son entourage. Le contrat a plus de 8 ans, c'est formidable. J'ai un abattement, 9 200 € par an pour un couple, etc. Bon, moi, je vais poser les choses simplement. Vaut-il mieux être taxé sur beaucoup d'argent à un taux faible
qu'un taux élevé sur peu d'argent? Eh bien, la réponse est ça dépend de chacun, ça dépend de chaque cas. Et à la question sur quel contrat dois-je racheter quand les clients me posent la question, eh bien, la question est je vais le calculer parce que je ne sais pas. Intuitivement, il faut se méfier. Hein, ça peut être une très mauvaise intuition de se dire je vais systématiquement racheter sur le contrat le plus vieux. Ça s'étudie au cas par cas. C'est la magie de ce métier, hein, comme le disait Jonathan, c'est que le diable se cache dans le détail et c'est ça qui le rend intéressant. Alors, comment tirer avantage quand même de la remontée des taux hein, qu'on a vu récemment? Le premier élément de réponse, ça va être d'aller sur le domaine des obligations. Alors, l'obligation, c'est le fait de prêter de l'argent à quelqu'un. Hein. On n'est pas au capital de la société, on prête de l'argent. Et comme avant, pour ceux qui cherchent à faire de l'emprunt immobilier, vous l'avez vu, avant les banquiers prêtaient à moins de 1% sur 20 ans. Maintenant, on est plutôt à 4, 4,5. Eh bien, ça, c'est la mauvaise nouvelle quand on est emprunteur. Mais quand on est prêteur, on a la même chose. C'est-à-dire, avant, on prêtait de l'argent et on touchait 1% d'intérêt. Eh bien, maintenant, on peut aller chercher des taux d'intérêt à 4, 4,5%. Donc, les obligations sont plutôt, plutôt le vent en poupe. Alors, cette remontée des taux, on va la retrouver aussi sur les fonds monétaires et également sur les produits structurés. Alors, les produits structurés, ce sont des fonds qui ont souvent changé de nom parce que des fois, il y a eu un peu de mauvaise presse dessus, à tort ou à raison d'ailleurs. Les produits structurés, ce sont des fonds sur lesquels on vous fait une promesse. Et on vous dit, voilà, vous me prêtez l'argent pendant 6 ans et dans 6 ans, je vous rends votre capital et je vous donne 5% de rendement par an. Et des fois, il y a une condition. Il faut que la bourse n'ait pas perdu plus de la moitié de sa valeur. On peut imaginer plein de choses. Là-dessus, moi, j'invite tous les épargnants à être extrêmement vigilants. Je vois trop souvent des gens souscrire des produits structurés sans avoir compris le mécanisme qui se cache derrière. Et attention, car les rendements annoncés sont des rendements soumis à la réalisation d'un scénario. Et si le scénario ne se réalise pas, eh bien, évidemment, non seulement on n'a pas le rendement, mais en plus, on peut observer des pertes en capital. Donc là-dessus, vigilance absolue sur les produits structurés. Le pire côtoie le meilleur. Donc, il faut vraiment être certain d'avoir compris ce qu'on était en train de faire. Alors, un petit mot quand même sur les fonds en euros. Les fonds en euros, les assureurs investissent ça dans des obligations d'État. Donc, évidemment, comme les taux remontent, eh bien, les fonds en euros remontent. Vous l'avez d'ailleurs vu, hein, pour tous ceux qui ont l'assurance vie en début d'année, les performances qui ont été servies sur les fonds en euros ont été meilleures en 2023 qu'en 2022. Je dirais surtout sur les fonds en euros, là, en ce moment, c'est le moment d'être extrêmement attentif aux offres que proposent les assureurs, puisqu'il y a des assureurs qui proposent des offres de bienvenue et de rémunération supérieure. Et c'est comme ça qu'on voit fleurir aujourd'hui des offres de rendement de fonds en euros où on est certain de faire du 4, voire du 4,5% sur 2024 et 2025. Ce sont des taux qu'on n'avait plus vus depuis plus de 10 ans sur les fonds en euros. Donc, il faut savoir être aussi opportuniste. On a beau être dans une logique long terme, il faut savoir être opportuniste en assurance vie pour aller vers le bon assureur au bon moment. Et je me permets, Olivier, de faire une petite parenthèse, d'où l'importance d'être, comme on le dit en gestion de patrimoine, de faire des investissements à différents moments de marché, d'être multi-contrat d'assurance vie, comme on peut être multi-SCPI. Malheureusement, je préférerais vous dire, parce que j'aime être très fidèle, mais malheureusement, il faut être un peu comment dire, SCPI, multi-contrat d'assurance vie, multi-solution de gestion de patrimoine, parce qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas voilà, il n'y a pas un bon schéma, il y a un ensemble de schémas, d'organisation où on essaye de faire un peu mieux que la moyenne, concrètement. Hein. On n'est pas là à vous dire vous allez faire des miracles, mais par contre, si on a une certaine souplesse sur les différents contrats d'assurance vie, là, on pourra saisir des opportunités et c'est peut-être pas idiot. Et d'autant plus que certains assureurs vont être excellents sur le fonds en euros, d'autres vont être excellents plutôt sur les fonds immobiliers, d'autres sur les fonds structurés. Donc, c'est tout à fait juste. Hein. Avoir un contrat qui fait absolument tout, c'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, c'est vrai qu'on a pris l'image du couteau suisse.
Le couteau suisse, c'est pratique quand on part en pique-nique, mais ce n'est pas non plus le meilleur des couteaux ni le meilleur des tire-bouchons. C'est juste pratique. Voilà. Donc, l'assurance vie, c'est un petit peu pareil. Il faut faire attention à avoir un couteau bien affûté et un tire-bouchon efficace également. Alors, au-delà des fonds en euros, il y a aussi le volet immobilier. Tu veux peut-être en dire un mot, Jonathan? Oui, alors il y a, dans le momentum actuel, il n'y a pas un marché des SCPI qui va mal, il y a il y a des marchés avec des SCPI qui vont saisir et qui saisissent d'excellentes opportunités. Vous voyez, moi, j'aime bien, comment dire, avoir une vision un peu, essayer vraiment de prendre de la hauteur. Il y a des SCPI qui vont pas très bien, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres qui sont en train de saisir de très bonnes opportunités. Et le fait que les taux aient augmenté, le fait que les taux d'intérêt aient augmenté, bah, c'est-à-dire que le taux du crédit a augmenté. Donc ça veut dire que les investisseurs qui achetaient auparavant avec du financement, bah, ces gens-là, le banquier, il leur demande beaucoup plus d'apports, voire énormément d'apports. Et donc, du coup, ils ne sont plus présents. Et pour les SCPI, ces momentum-là, en tout cas pour les SCPI Collect, ces momentum-là, ils sont géniaux parce qu'ils arrivent à saisir des opportunités dans de très, 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 très bonnes conditions. Et il y a certaines SCPI qui sont accessibles dans le cadre de contrats d'assurance vie, des petites pépites, hein, moi j'appelle ça des petites pépites, voilà, petites ou grosses, hein, mais voilà, vous avez des SCPI, toutes les SCPI de Quorum qui sont dans les contrats d'assurance vie de Quorum Life, vous avez les SCPI, donc on a des SCPI Activimo, on a la SCPI Pierre Val Santé qui sont accessibles dans certains contrats, il y a Cœur de Région, je voyais qu'il y a un de nos auditeurs qui a parlé d'Epsilon 360. Voilà, il y a plusieurs SCPI finalement qui sont des très bonnes SCPI, qui sont Iroko aussi sur certains contrats. Remake, voilà, il y a des SCPI qui sont accessibles dans ces contrats, qui sont pas très exposés aux institutionnels, c'est important hein, de conserver cette poche-là, et qui vont saisir des bonnes opportunités, et qui vont permettre finalement d'avoir une fiscalité intéressante. Après, attention, le diable se cache dans les détails. Vous savez très bien que il y a pas mal de SCPI qui ont des revenus à l'étranger, et le seul contrat d'assurance vie qui aujourd'hui reverse, alors je suis désolé parce que je fais du jargonnage, mais qui reverse cet avantage fiscal des revenus à l'étranger, bah, c'est Quorum Life. Donc ça veut dire que tous les autres assureurs, eh ben, ils gardent cet avantage fiscal pour leur bilan. Voilà, donc vous voyez comme quoi il faut être vraiment multi-SCPI, multi-contrat d'assurance vie, parce que on voit bien que c'est pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas un contrat qui est parfait. Il y a des contrats qui vous amènent vers des objectifs patrimoniaux tels que ceux qu'on a évoqués. Voilà. Alors justement, maintenant qu'on a vu que l'environnement avait beaucoup changé, le plus grand risque, en fait, c'est de ne rien faire. Ce qui est assez incroyable, hein, c'est que il y a encore 18 mois, si on avait dit il faut investir dans du monétaire et du fonds en euros, il y a beaucoup de gens qui auraient rigolé un certain temps. Et pour autant, aujourd'hui, c'est plutôt, dans certains cas, intéressant. Et justement, ça va être l'occasion de gérer activement vos contrats. Donc là, Jonathan a donné quelques exemples de SCPI sur lesquels il peut être intéressant de se positionner. Eh bien, comment ça va se faire? Ça va se faire grâce à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est le fait de modifier les placements qui sont à l'intérieur. Comme c'est une enveloppe fermée, tant que vous bougez les lignes à l'intérieur du contrat, il n'y a pas de fiscalité. D'accord? Même si vous vendez un contrat, une ligne qui est en plus-value, vous n'allez pas payer l'impôt sur la plus-value parce que vous restez à l'intérieur des contrats. Par contre, attention aux frais d'arbitrage qui sont extrêmement variables d'un assureur à l'autre, qui vont de 0 € jusqu'à plus de 1% de la valeur du fonds arbitré. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut être vraiment, si on bouge trop souvent, si les arbitrages sont payants, ça peut vraiment ruiner la rentabilité du contrat. Ça, c'est important. Peut-être que c'est important aussi de rappeler que voilà, nous, on a quand même une grande transparence par rapport à ça, et qu'on essaie bien évidemment, dans la mesure du possible, d'avoir les meilleures opportunités finalement pour nos clients. C'est-à-dire que si on peut faire des frais d'arbitrage qui soient les plus raisonnables possibles, bien évidemment, nous, on travaille dans votre intérêt. Hein, c'est pas, on veut que vous nous appeliez dans 10 ans en nous disant, bah voilà, on a fait notre job le mieux possible, et c'est pas
vous ne nous verrez pas rouler en Porsche ou en Ferrari avec Olivier, mais plutôt en Peugeot, voilà, agréable, mais Peugeot. Voilà. Alors, justement, là, pour essayer de donner quelques exemples, aujourd'hui, dans, dans le monde de l'assurance vie, il y a énormément de campagnes commerciales autour des produits structurés qui, des fois, s'appellent, alors le terme technique, hein, j'en suis désolé, ce sont les EMTN, mais au moins, si vous le voyez passer, vous saurez que c'est un produit structuré. C'est les fonds à formule, les fonds à promesse, voilà, tout ça, c'est synonyme de produits structurés. Les produits structurés, il y a un calendrier qui est fourni, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de souscription qui dit que vous avez jusqu'au 30 avril, 23h59 pour souscrire. Après, c'est trop tard. Et il va y avoir des conditions contractuelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des choses extrêmement variées, du plus risqué au moins risqué. Par exemple, dans le plus risqué, on peut avoir un produit structuré qui va vous promettre 12 ou 14% de rendement si l'action Tesla ne perd pas plus de 30% de sa valeur. On comprend bien qu'il y a un risque qui est majeur là-dessus. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte là-dessus, en se disant est-ce que j'ai envie de prendre un risque sur mon patrimoine en fonction d'un cours de bourse que je ne maîtrise absolument pas. Et il y en a d'autres qui vont par contre jouer la garantie du capital en disant voilà, je vais vous verser jusqu'à il y a encore un mois, hein, on pouvait faire des produits où on disait je verse 6% par an, capital garanti, je vous verse le capital et les intérêts dans 6 ans. On est parti pour 6 ans. Et ma foi, il suffit juste d'attendre que le temps passe. Alors, ce qui est très important pour les produits structurés, c'est de comprendre que ce n'est pas liquide ou alors, malheureusement, dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que si on veut sortir sans respecter le calendrier, ça peut coûter cher. Donc là, on est vraiment en train de parler de placements sur lesquels il faut être parfaitement conscient que c'est de l'argent que l'on met dans un tunnel et que l'on récupérera avec le gain potentiellement au bout du tunnel. Sortir en cours de route, c'est une mauvaise idée. Donc, il faut faire attention, les produits structurés. Il y en a de très bons avec des rendements, ma foi, tout à fait honnêtes par rapport au risque-prix. Mais attention, quand on voit passer des choses à 10, 12, 14, 18% de coupons de rentabilité, évidemment, il ne faut jamais perdre de vue que quand on est dans des niveaux pareils, il y a un risque en face. Si on peut prendre le risque, très bien. Si on ne peut pas le prendre ou qu'on n'a pas envie de le prendre, il faut savoir passer son chemin. Ouais, sachant que c'est important de rappeler qu'il y a un risque de contrepartie. On est sur des produits dérivés, principalement. Le produit dérivé, c'est tout sauf de l'économie réelle. Voilà, donc j'aime bien rappeler que je suis pour l'IFI, mais pas le même IFI auquel vous pensez. Moi, je suis pour l'impôt sur la fortune de l'irréel. Tous les produits d'épargne qui participent à l'économie participent finalement à de l'impôt, à de la taxe locale, à de l'emploi, voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, nos gouvernements actuels et précédents n'ont pas compris l'importance de flécher suffisamment l'épargne vers de l'épargne réelle qui participe finalement à l'économie de notre pays. Et quand on est sur des produits structurés, voilà, c'est oui, ça participe à l'économie de la finance, de la des gestions de patrimoine. Mais après, sur l'économie réelle, c'est un petit peu plus, comment dire, en tout cas, on peut se poser la question. Voilà. Alors, et puis après, donc, on va avoir un outil, en fait, bon, clairement, hein, la plupart des épargnants voient l'assurance vie avant tout comme un outil de transmission. À tort ou à raison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les placements, parce que ça, ce serait grave quand même de placer de l'argent sans s'en soucier, et juste dans une optique de transmission. Dans ce cas-là, autant le donner tout de suite. Mais il y a quand même un avantage de transmission. Et là-dessus, c'est quelque chose qui peut être vraiment technique, pointu à faire. Et justement, il faut toujours voir ça, parce que je vois une question sur quelqu'un qui dit sur les contrats en ligne, les frais d'arbitrage sont un lointain souvenir. Oui, c'est vrai, vous avez raison, et je vais même vous dire, pas que sur les contrats en ligne, je vais prendre l'exemple, hein, c'est pas un scoop, tous mes clients font des arbitrages gratuits parce que je ne facture jamais les arbitrages. Par contre, sur les clauses bénéficiaires,
C'est plus complexe de faire des choses avec les contrats en ligne, puisque il n'y a pas de service juridique en général qui se cache derrière. Donc, on est dans une typologie de je mets une croix dans une case et pourvu que j'ai une case qui corresponde réellement à mon cas. Sinon, je suis prié d'aller chez mon notaire et de faire bouger la clause d'assurance vie comme ça. Donc, faut faire attention à ça. Et pour toujours dans cette logique, parce que j'aime bien faire le côté interactif, moi, sur les questions, sur les produits structurés, en effet, il y a des constatations qui vont permettre de répondre. Alors, on me dit, la plupart sont remboursés par anticipation au deuxième ou troisième constat. Oui, virgule, la plupart. Donc, c'est comme tout. En fait, dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème. La difficulté, pour moi, ce n'est pas que certains ne soient pas remboursés ou pas. La problématique, pour moi, c'est quand des gens ne sont pas remboursés et qu'ils n'avaient vraiment pas conscience de ce qu'ils faisaient. Ouais. Ça, c'est un vrai souci. Faire un placement et perdre de l'argent, ça arrive. Je veux dire, mais encore faut-il avoir compris ce que l'on faisait. Parce que sinon, là, il y a quand même un petit problème en termes de conseils. On me demande aussi si on peut transférer des SCPI déjà souscrits dans une assurance vie. La réponse est non. Hein. Dans une assurance vie, on ne peut verser que de l'argent. On ne peut pas dire j'ai acheté quelque chose et ensuite je vais le mettre dedans. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, on est obligé de vendre ces SCPI pour ensuite aller les racheter dans le contrat d'assurance vie. Ça ne semble pas une démarche très intéressante. Ça va générer un petit peu trop de fiscalité. Alors, du coup, ce qu'on dit, c'est que justement, il faut prendre le temps de la réflexion et bien comprendre ce qu'on fait, et notamment sur les frais, puisque tout ce qu'on paye, c'est évidemment l'argent qu'on fait évaporer. Et il existe plein de types de frais différents dans un contrat d'assurance vie. On peut avoir des frais d'entrée, alors même si beaucoup de contrats aujourd'hui sont sans frais d'entrée, n'empêche qu'il y en a, mais après, on peut avoir des frais par support. Quand on investit dans un support immobilier, en fonction du support immobilier, on peut avoir plus ou moins de frais. On peut avoir des frais de gestion du contrat qui peuvent être plus ou moins élevés. On peut avoir ce qu'on appelle des upfront, hein, c'est le terme consacré, j'en suis désolé, pour avoir le droit de rentrer dans un produit structuré. Tout ça, ce sont des choses dont il faut avoir conscience, puisqu'il n'y a rien de pire pour faire face aux frais que de ne pas avoir le temps. Ce n'est pas une question que les frais, c'est bien ou c'est mal. Les frais, il faut être vigilant. C'est-à-dire, il ne faut pas surpayer un service. Ça, c'est une chose importante. Mais une fois qu'on a le bon niveau de frais, eh bien, il faut se dire, est-ce que je vais avoir le temps et est-ce que le support en tant que tel va bien me permettre de gagner ma vie, voilà, malgré les frais. C'est exactement quand on achète un bien immobilier. Si on achète l'appartement qui est en face de chez nous, on va chez le notaire, il y a grosso modo 8% de droit de mutation sur le bien immobilier. Si on a l'intention de le revendre dans un an, il faut vraiment que le marché immobilier ait fait un grand bond en avant pour retrouver. C'est exactement pareil en assurance vie. Le temps doit être votre allié. Et alors, et là-dessus, c'est bon, c'est un peu, on se rejoint avec Olivier, mais nous, on est toujours un peu suspicieux des produits où finalement, nous, en tant que conseiller de gestion de patrimoine, on est trop rémunérés. Parce qu'en fait, on sait bien que finalement, c'est le client qui perd là-dedans. Pour nous, c'est très important d'avoir un bon équilibre. Et avec le meilleur des équilibres. Pour nous, le meilleur équilibre, c'est que vous, en tant que client, vous gagnez bien votre vie. Et après que la conséquence, on gagne notre vie, j'allais dire, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais l'objectif, surtout, c'est que vous, en tant qu'épargnant, vous gagnez votre vie. Et on a fait visuellement cette petite maison pour que vous compreniez les frais d'entrée. Mais on pourrait tout changer par frais d'entrée, par frais de gestion, pour que vous compreniez bien. Et c'est très important de le comprendre, que vous avez les frais de gestion du support et vous avez les frais de gestion du contrat d'assurance vie. Donc, pour le redire dans les termes de la maison, vous avez les frais d'entretien de chaque pièce, vous repeignez chaque pièce une fois par an ou vous remettez quelque chose dedans, etc. Et puis après, vous avez les frais de gestion de la maison au global. Donc, vous remettez un coup de, je ne sais pas, vous refaites le ravalement, la toiture, etc. Donc, vous voyez, il y a la coque et il y a encore en dessous des frais. Donc, c'est très important d'avoir une bonne lecture de ça, une bonne compréhension. Et en fait, très honnêtement, moi, je suis trop content d'avoir fait cette petite maison parce que je pense que c'est explicite, ça permet de comprendre. Et comme ça, demain, si vous passez par votre banquier, challengez-le un peu là-dessus. Posez-lui la question, c'est quoi les frais d'entrée? C'est quoi les frais du support? Vous allez voir déjà que vous allez
passer de 100 personnes à 3 ou 4 personnes qui seront capables de vous répondre. Vous voyez? Et c'est important parce que sur la durée, c'est ce qui fait que votre placement, bah, il aura du sens. Et il y a même, bon, il y a même comment dire, un assureur vie, Coram Life qui a sorti, un contrat d'assurance vie où il n'y a pas de frais de gestion. Ils considèrent que les frais de gestion de chaque support, leur permettent comment dire, d'avoir voilà, suffisamment comment dire, de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour faire tourner, la partie assurance vie. Mais voilà, c'est vraiment important que vous ayez bien en tête 2 frais, les 2 frais d'entrée potentiels, les 2 frais de gestion pour que derrière vous puissiez, en avoir conscience et faire un investissement qui vous paraisse cohérent. Donc ça, on en a parlé, hein. Je ne peux pas empêcher de le mettre parce qu'à chaque fois, je l'entends tellement que j'ai envie de le servir. Je n'y crois pas un instant dans cette phrase. Je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir un contrat récent de qualité qu'un vieux contrat. Je vais quand même moduler mon propos sur les très vieux contrats. Quand je dis des très vieux contrats, ce sont ceux qui datent des années 90 ou de la fin des années 80, qui là ont des caractéristiques techniques que l'on ne peut plus, auxquels on ne peut plus avoir recours aujourd'hui. Ça, ce sont des contrats qu'il faut impérativement garder. Mais l'histoire de non, mais j'ai un vieux contrat, ça va être mieux comme ça, c'est bien de regarder dans le détail et avec chiffres à l'appui pour pouvoir dire si c'est une bonne ou une idée franchement usurpée. Alors, on avait dit, envisager aussi des produits, sécurisants, fonds euros, autres produits de taux pour passer un peu à la période. Même si la période commence à on voit bien hein, que la période est, en tout cas les taux longs ont rebaissé depuis le début de l'année. Moi, je suis convaincu qu'avec l'annonce là qu'il y a eu, de l'INSEE sur les 5,6 de déficit, et je peux vous assurer que nous, en tant que chef d'entreprise, je parle en mon nom, mais moi, j'ai plutôt honte, de ce taux-là quand on voit tout ce qu'on paye au quotidien, en taxes, en charges, de partout et pourquoi je parle de ça? C'est que concrètement, heu, le poids de la dette avec des taux hauts, va avoir un impact très important. 3 000 milliards de dettes, 3 000 milliards à 3 ça veut dire que ça fait 90 milliards d'euros d'intérêts, 90 milliards d'euros d'intérêts chaque année qui doivent être payés par la France. Alors, il y a une partie de la dette qui appartient au contrat d'assurance vie, hein, c'est important de le dire, dans le fonds euro. Il y a une autre partie qui est à l'étranger. Bon, tout ça, ça coûte cher. Donc, cette hausse des taux brutale qu'on a eue pour baisser l'inflation, à un moment donné, les États vont devoir, comment dire, rebaisser, à mon avis, les taux parce que ça leur coûtera trop cher. Après, j'ai pas de comment dire de boule de cristal. Néanmoins, voilà, la période, elle est en train de se tarir et même pendant ces périodes-là, il y a encore des choses à faire parce que il y a des gérants qui sont malins et qui sont capables d'être, comment dire, d'être actifs. Vous savez, je suis un fervent défenseur, grâce à Olivier, des versements programmés. La baseline d'Olivier, c'est que l'épargne se constitue en début de mois. On parle souvent, les youtubeurs vous diraient, je fais volontairement un peu exprès d'être dans la caricature du youtubeur qui dirait, en tutoyant ses auditeurs, ah, tu sais que c'est le moment d'utiliser l'effet de levier du crédit, d'investir à 100% à l'MNP, etc., etc. Nous, ce n'est pas du tout notre adage. Le plus important effet de levier sur le long terme, c'est les versements programmés. Plus vous mettez des versements programmés en place tôt, sur des périodes longues, mieux c'est pour vous. Alors, c'est bon, pourquoi? Parce que ça vous fixe un budget. Chaque mois, vous avez votre budget, vos revenus, vos charges. Vos revenus, vos charges, c'est toutes vos dépenses du quotidien, vos dépenses de vacances, vos dépenses de réfection de la maison, etc., etc. Et puis vos dépenses d'épargne. Donc après, le reste, c'est l'épargne. Et ben, sur le très long terme, vous êtes très gagnant. Et les intérêts composés, on a fait un petit exercice qu'on vous a mis. Vous voyez, donc je mets 100 000 euros de placement, 4 par an pendant 10 ans, avec 200 euros de versement mensuel, avec les intérêts composés, on voit qu'on arrive au bout de, comment dire, au bout de 10 ans, avoir un capital qui a clairement bien grossi, 53 000 euros d'intérêt. Mais si on rajoutait 50 plus, ce serait encore en plus. En fait, il y a cette, alors, j'aime pas utiliser le terme magie, mais il y a
les intérêts composés qui vont vous permettre de bénéficier vraiment de revenus et de capitaliser sur le long terme. Je pense qu'il y a aussi le fait de choisir des nouveaux produits qui sont moins impactés, qui ont moins de stock, hein. Vous voyez que tous les nouveaux fonds euros qui sont lancés, je vais un peu vous donner un petit tips, mais toutes ces campagnes de promotion des fonds euros, il faut bien comprendre que c'est pas l'intérêt, comment dire? L'intérêt, il n'est pas de vous faire plaisir, hein, c'est plutôt un intérêt, des assureurs vie sur leurs anciens fonds euros, sur lesquels ils sont bien contents de racheter des nouvelles obligations, parce qu'il y a beaucoup d'obligations dans le fonds euro, et qui va leur permettre de renouveler le stock d'obligations. Donc, il faut toujours être, comment dire? Il faut toujours comprendre un peu l'alignement d'intérêts. Donc, sur le fonds euro, se positionner vraiment, pour le coup, sur les nouveaux fonds euros qui se constituent, bah là, on comprend qu'on est dans un nouveau monde et qu'on est dans une fiscalité qui est intéressante. Et je pense que voilà, équilibrer, comment dire, ses placements en ayant à la fois du sécurisé et axé sur la performance. Donc, vous voyez, on peut le faire à travers différents contrats d'assurance vie, sur ces versements programmés, de le faire avec des poches, allouer des poches. Vous voyez, typiquement, on parlait des produits structurés, se dire, est-ce que demain, je mets 10% de ma poche globale en produits structurés sur quelque chose qui est très sécurisé, etc., en termes de fonds euros, bon, bah, pourquoi pas? Mais vous voyez qu'on n'est pas en train de vous dire, vous mettez 100% en fonds structurés. On est plutôt là à vous dire, voilà, bah, vous faites une petite poche et même peut-être que 2%, mais vous ferez 2% par an sur 5 produits différents. Et c'est ça la gestion de patrimoine. C'est pas, vous n'allez pas commencer à faire un marathon si vous n'avez jamais couru. Vous allez commencer par un 5 km, un 8 km, un 10 km, un 15 km. Après, bah, vous allez vous blesser, vous allez refaire un 10, et puis progressivement, vous allez arriver à vos 42. Voilà. Quelques exemples parmi nos offres. Donc, bon, vous avez beaucoup parlé de Quorum Life. Voilà, je pense que c'est important aussi de bien comprendre que quand vous investissez dans un contrat d'assurance vie, c'est important d'avoir de l'information. Quorum là-dessus, ils sont très forts et très bons. Et j'allais dire, c'est normal que vous sachiez ce qui se passe sur votre contrat d'assurance vie et sur vos supports. Quorum là-dessus, c'est vraiment, pour moi, je trouve ça normal et c'est très bien. Et c'est vraiment ce que tous les autres assureurs devraient faire. On a un contrat Spirica avec comment dire, certaines offres de fonds obligataires. Vous voyez, le 5% net de frais, bah, la période est quasi passée sur ces contrats. Et puis après, on a un autre contrat de chez Préparvie avec un fonds Eurocroissance qui est pas mal du tout. Des petits cliquets de garantie à des horizons. Donc ça, il faut être plus. Vous voyez, typiquement, moi, j'échange régulièrement avec des clients sur ce contrat-là. Il faut prendre un peu le temps avant de se dire, OK, j'y plonge, parce qu'il y a quel niveau de garantie je veux avoir sur mon fonds Eurocroissance, quel horizon je mets. Donc, quel horizon? C'est l'horizon aussi de mon espérance de vie. Vous voyez, c'est des questions qui sont importantes. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas gérer du tout un placement assurance vie de la même façon entre le stock, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui a 100 000 euros à placer, et quelqu'un qui va nous dire tous les mois, je vais mettre de l'argent. Hein, donc là-dessus, ça c'est une chose. On gère différemment le stock de l'épargne mensuelle. On ne va pas du tout faire les mêmes choses. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut être, à mon avis, hein, il faut être très opportuniste vis-à-vis des assureurs. Parce que, en effet, comme le dit Jonathan, les assureurs, ils ne font pas des offres promotionnelles avec des taux boostés pour être gentils. Évidemment que c'est pour collecter, ils y ont un intérêt commercial. Bon, mais vous n'êtes pas l'ennemi de vos propres intérêts. Donc, rien ne vous empêche d'aller chez tel ou tel assureur parce qu'en mars 2024 ou en avril 2024, il a des conditions particulièrement avantageuses et de le faire dans la limite de l'avantage octroyé. Ça ne sert à rien. En général, il y a des plafonds, hein, soit des plafonds de versement, soit des plafonds de rendement. Une fois qu'on a atteint ces plafonds, eh bien, on fait autre chose chez un autre assureur pour aller chercher, moi, ce que j'appelle les têtes de gondole. Finalement, c'est un peu triste à dire, mais ça ressemble un petit peu à de la grande distribution. C'est intéressant de faire différents magasins pour aller chercher les avantages à droite et à gauche. Ouais, voilà. Et donc, d'où l'importance de. Une fois de plus, moi, je préférais intellectuellement vous dire, bah, on prend un assureur, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, en fait, on ne peut pas vous dire ça. Et j'allais dire, allez, je force un peu le trait. La garantie pour un assureur, c'est 70 000 euros.
quand même des sujets, il y a certains assureurs dans l'histoire de l'épargne qui ont fait faillite. Donc, alors je vois Olivier sourire Ça, c'est vrai. parce que voilà, donc c'est important d'être multi, en fait, multi, voilà. Et une fois de plus, c'est pas, intellectuellement, je préférerais vous le dire, bah, voilà, on a quelqu'un, on lui fait confiance, en tout cas, on a une compagnie, on lui fait confiance, on lui fait confiance parce que voilà, c'est notre histoire, c'est nos projets de vie et cetera et cetera. Malheureusement, ce n'est pas un en tout cas, nous, c'est pas notre façon de travailler. On pense que c'est important d'être multi, assureur vie parce qu'il faut être un petit peu opportuniste. Les conclusions, Olivier? Bien justement, en fait, c'est ce qu'on se disait, c'est que contrairement avec tout ce qui s'est passé, hein, je veux dire, l'actualité a été très chargée dans le monde financier ces 18 derniers mois. Aujourd'hui, il faut savoir un petit peu déplacer son argent à l'intérieur du contrat d'assurance vie, être acteur de son épargne, justement pour aller des fois prendre des meilleurs rendements sans aucun risque supplémentaire. Et puis, toujours la même chose, hein, attention, quand on a acheté quelque chose et que ça a dévissé, il est urgent de ne pas paniquer. Quelque part, l'actualité boursière des 2 dernières années prouve bien ça, hein. Je veux dire, les gens qui ont paniqué suite à l'invasion de l'Ukraine et qui ont vendu, eh bien, s'ils étaient simplement restés investis, aujourd'hui auraient de belles plus-values au lieu d'avoir perdu de l'argent. Ça, c'est important. Et enfin, un sujet beaucoup plus technique qui est il ne faut jamais négliger la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité, hein, ça peut dépasser sur des produits financiers, ça peut atteindre largement 30%, ça peut monter jusqu'à 34%. Négliger la fiscalité, c'est négliger un tiers du sujet. Donc, si on néglige la fiscalité, il ne faut pas s'étonner à avoir enrichi les autres et non soi-même. Alors, ouais, moi, je veux bien faire celle-ci, Olivier, sur aligner vos projets avec vos durées d'investissement. Et vous voyez que dans vos projets, on a une multitude de projets dans la vie. On peut avoir une multitude de projets, on peut avoir l'envie de voyager, un peu tous les exemples que je vous ai présentés, aider ses enfants, etc. etc. Je trouve que c'est très difficile de bien définir ses projets. Ça prend toute la vie. C'est un peu philosophique, ce que je vous dis. Heu, Notre job, c'est pas de vous juger, parce que vous n'arrivez pas à définir votre projet, parce que vous prenez du temps à définir votre projet, parce que vous considérez que c'est peut-être pas le moment. Ne vous en voulez pas. Je pense qu'au contraire, tous les sujets, vous voyez, l'organisation de la transmission, qui sont des sujets parce que, ben, on évoque la mort. On évoque, des sujets qui sont douloureux et qui sont difficiles à évoquer. Eh bien, ça prend du temps. Donc, alignez vos projets et j'allais dire vos projets de vie et dans vie, il y a toute la vie, bah, ça prend du temps. Donc ça se construit pas après pas, après pas, après pas. Et voilà, et puis ça se transmet transmettre à ses enfants. Moi, j'aime bien, je vous donne l'exemple d'un de mes clients et j'ai trouvé ça absolument génial, il y a une dizaine de jours, il me dit: «Ouais, voilà, j'ai 15 petits-enfants, donc je veux un multiple de 15 de parts de S&P pour mes petits-enfants». Bon, c'est des petits détails, mais c'est sympa, c'est joli, c'est voilà, mais ça a pris du temps pour qu'il arrive à ça. Donc, alignez vos projets avec vos durées d'investissement, c'est très important. Constituer, vous voyez, construire vos projets, ça prend du temps, c'est pas à pas, mais par contre, on est là. On est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous aider, s'il y a comment dire, des interrogations, s'il y a des questions, voilà. Et on ne sera jamais là pour vous juger. On vous propose, vous disposez. Il y a un sujet qui est important, hein, sur l'alignement des durées d'investissement. C'est rare d'avoir des gens qui ont un seul projet. En général, on a différents projets et qui malheureusement ne sont pas tous au même horizon. Moi, mon conseil, quand c'est comme ça, c'est généralement de faire plusieurs contrats, plusieurs enveloppes qui vont définir et qui vont être utiles pour chacun des projets individuellement. Pourquoi? Parce que si on veut avoir, si on se dit, je fais un seul contrat d'assurance vie, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, hein, il n'y a pas que l'assurance vie dans la vie, mais un seul contrat d'assurance vie pour tous mes projets, c'est impossible de savoir si je suis à l'heure ou si je suis en retard. Si je dois financer des trucs dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans, comment je vais décider de ma politique d'investissement? Donc, quand
on a différents projets à différents horizons, l'idéal, c'est de faire des contrats différents en se disant celui-ci, c'est pour dans 20 ans, celui-là, c'est pour dans 10 ans, et celui-ci, c'est pour après-demain si j'ai un coup dur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire des investissements qui sont en phase et surtout une stratégie qui est lisible dans le temps. Parce que n'oubliez pas, c'est bien gentil de faire des investissements comme ça, mais derrière, il va falloir assumer et vivre avec, et les suivre, et prendre des décisions. Si on ne se facilite pas la vie dès le départ, c'est extrêmement compliqué ensuite. Voilà. Et puis l'importance de rester actif et informé pour protéger et faire fructifier son épargne, surtout dans un contexte économique qui reste incertain. Nous, vous le comprenez qu'on vous apporte beaucoup de pédagogie. On essaie aussi de vous apporter beaucoup d'informations au sein de Meilleur SCPI. Voilà, pour que vous puissiez finalement être informé. Et informé, c'est informer aussi des bonnes opportunités. Clac, je vois une bonne opportunité, voilà, j'ai une petite poche, j'y vais. L'importance de se faire accompagner par un professionnel, ça c'est important. Et puis, bah, voilà, on va passer aux questions parce qu'il y en avait quand même quelques-unes. Alors sur Epsilon 360, il y avait une question: «Dans quel autre contrat d'assurance vie?» Pour être franc, je ne sais pas. C'est une question à laquelle je répondrai. En tout cas, je poserai la question à la société de gestion qui me donnera des éléments. Il y avait une question, Olivier, sur: «Est-il possible d'avoir une assurance vie en d'autres devises que l'euro?» Je crois savoir que, c'est possible, hein. Alors, oui, c'est possible. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'assureur français au sens en France qui le propose. La plupart du temps, il faut se tourner vers l'assurance vie luxembourgeoise qui a les mêmes règles fiscales. C'est un mode, comment dire, ça a été dupliqué dans le droit luxembourgeois. Ils ne sont jamais contre faire un peu de commerce dans le monde de la finance. Et là, on peut faire des contrats dans les principales devises, à savoir le dollar, le franc suisse et la livre sterling. On est en train de parler des contrats où il est contre-productif de souscrire des contrats pour l'équivalent de moins de 500 000 euros. Ça coûte trop cher sinon. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, donc derrière cette question, moi j'y vois quand même un détail de confiance dans l'euro et cetera, qui est finalement qui est la question sous-jacente. C'est aussi important, moi ce que j'aime bien dans les CPI, pan-européennes, c'est, alors oui, pan-européennes, elles investissent dans l'euro, mais en tout cas, elles investissent peut-être pas dans l'économie française, elles investissent dans d'autres économies. Bon, voilà, après il faut que ça reste simple dans sa gestion, au quotidien. Mais c'est vrai que de toute façon, on n'a pas de boule de cristal, je veux dire, pour vous dire dans quelle direction ira l'Europe, la France, les États-Unis, la Chine, et cetera, et cetera. Voilà. Néanmoins, de pouvoir éclater son risque et d'être très diversifié, ça me paraît important. J'ai Alors, une question sur les gens qui sont à l'étranger. Alors, ouais, là, on me demande si c'est quoi les conditions quand on est résident suisse, etc. Je vais faire le truc de manière un petit peu plus globale. L'assurance vie, c'est vraiment un truc très franco-français, surtout le fonds en euros. Il y a quelques pays qui l'ont dupliqué, mais pas énormément. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas le caractère enveloppe fermée de l'assurance vie, et notamment, de mémoire, la Suisse fait partie de ces pays-là. L'Allemagne, c'est certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on part dans un pays comme celui-ci, il est très important de faire le point sur ces contrats. Pourquoi? Parce que potentiellement, on va se mettre à avoir une double imposition. C'est-à-dire que si j'ai un contrat d'assurance vie en France et que je pars m'installer en Allemagne, parce que l'Allemagne, je suis sûr de mon coup, la Suisse, j'ai un doute. Si je pars en Allemagne, l'Allemagne ne va pas reconnaître l'assurance vie. Donc, les intérêts de mon fonds en euros et les plus-values en cas de vente, l'Allemagne va me les fiscaliser comme des plus-values, comme dans un compte titre finalement, exactement comme si l'enveloppe assurance vie n'existait pas. Donc, je paye de l'impôt. Et la vie fait que je reviens en France, je fais un retrait de un rachat, pour être précis, de mon contrat d'assurance vie. La France va me dire, écoutez, mon brave monsieur, vous sortez de l'assurance vie, vous avez payé de la fiscalité. Et j'aurais beau gesticuler en expliquant que j'en avais payé en Allemagne, les Français vont me dire, vous allez qu'à aller voir les Allemands pour voir s'ils veulent vous rendre votre argent. La réponse est évidemment non. Donc, attention, quand on part. Alors, quand on est à l'étranger, c'est très rare d'avoir des assureurs qui vous acceptent comme souscripteur. En général, il y a toujours la case êtes-vous résident fiscal français? Si vous cochez non, dans 99 cas sur 100,
on ne vous prendra pas. Mais surtout, quand vous partez à l'étranger, faites le point sur vos contrats d'épargne, quels qu'ils soient. Hein. Ce que j'ai dit pour l'assurance vie, c'est des fois valable également pour certains PEA. Enfin, pour des PEA, ce n'est pas certains PEA, mais certains pays pour les PEA. Il faut vraiment être attentif à ça. Et alors, une question, on peut le faire via la société civile, un contrat de capitalisation via la société civile. Est-ce que ça pose la même Alors, question? oui, ça peut poser la même question. Il y a des pays, par exemple, un qui est assez connu, hein, les États-Unis, ne reconnaissent pas le caractère fermé de la société civile. Donc, vous avez beau créer les sociétés civiles, ce sont les SCI, par exemple. Un SC, c'est pour société civile. Si vous créez une société civile, les États-Unis n'auront que faire de savoir que vous n'avez pas sorti des dividendes. Ils imposeront les résultats de la société civile comme si c'était vous en direct. Ça pose tout un tas de difficultés. La fiscalité internationale, c'est un sujet extrêmement technique, hein, puisqu'il n'existe pas de fiscalité internationale, il n'existe que des accords bilatéraux. Et donc, qui dit accords bilatéraux dit à chaque fois une nouvelle sauce et une nouvelle mayonnaise. On me demande des exemples de fonds datés, de fonds obligataires, de fonds short term, de fonds structurés. Alors, des fonds datés, je ne vais pas vous en donner parce que j'ai une foi tout à fait modérée dans les fonds datés. Je vais vous expliquer comment il faut lire un fonds daté. Je pense que ce sera peut-être plus utile que vous faire part d'une conviction personnelle. Un fonds daté, c'est un fonds où une maison de gestion, par exemple, je sais qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, il y a Edmond Rothschild 2028. Donc, ce sont que des obligations qui arrivent à échéance en 2028. C'est ça que ça veut dire. Et ils vous communiquent sur un taux embarqué. Ils vous disent, voilà, alors je n'ai pas de tête, hein, mais on n'a qu'à dire qu'il y a une maison qui dit, voilà, c'est 7,5. 7,5. Alors, vous dites, c'est formidable, je vais faire des obligations en horizon 2028 et ça va me fournir du 7,5. Alors, il faut savoir qu'une maison de gestion, quand elle communique sur son fonds daté, elle communique sur son rendement de portefeuille. 7,5, c'est vraiment ce qu'elle a signé. Par contre, attention, elle se paye. Elle se paye. Donc, sur un fonds daté, on va dire qu'on va vite être à 2% de frais de gestion. Donc, il reste 5,5. Mais ça, c'est le prix de la maison de gestion. Après, il y a le contrat d'assurance qui va prendre entre 0,5 et 1. Donc, on était à 5,5, on passe à 5. Mais attention, 5, c'est le maximum. Parce que si dans le portefeuille d'obligations datées, il y a des faillites, évidemment, ça va venir dégrader la rémunération. Donc, les fonds datés à consommer avec modération. Les fonds datés, surtout, il y a une exigence de surveillance. En fait, ce que l'on cherche avec les fonds datés, généralement, ce n'est pas d'atteindre la date de fin du fonds. C'est de jouer le fonds en rentrant. Et si jamais, je ne vais pas faire de la technique financière, mais si jamais il y a une baisse de taux, vous allez voir que le fonds daté, tout d'un coup, il va monter. Il va peut-être passer, d'un coup, il va peut-être prendre 5-10%. Et ça va être surtout le moment de sortir. En fait, les bons fonds datés, ce sont les fonds sur lesquels on ne reste pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, il y a quelques maisons quand même qui sont sérieuses sur le sujet. Et notamment, je pense à Tikeo, qui est une bonne maison qui gère bien le volet obligataire. Je n'ai pas d'action chez eux, mais ça fait partie des fonds, des fonds sérieux. Les fonds short term, alors ce qu'on appelle des fonds short term, ce sont des fonds de trésorerie. Il y a des maisons de gestion qui sont plutôt sérieuses sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous intéresser au fonds de la maison Shelcher, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal. Edmond Rothschild aussi fait des fonds short term qui sont plutôt de bonne facture. Et j'en ai découvert un récemment du CIC qui a des choses plutôt bien. Les fonds obligataires, aujourd'hui, je vois pas beaucoup. Enfin, je suis pas très convaincu par les fonds obligataires aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut aller chercher des performances supérieures avec des fonds en euros. Alors, je ne vois pas pourquoi je prendrais un risque en capital pour aller faire de l'obligataire. Donc, je préfère aller jouer les bonus sur les fonds en euros. Ça, c'est très important. Intéressez-vous à ça. Les offres bonus de bienvenue ou de rendement boosté, tout ça, ce sont pas tout à fait des synonymes, mais ce sont des mots que vous pouvez retrouver qui sont proposés. Ça, c'est important. Quant aux fonds structurés, alors là, je serais bien en peine de vous donner un nom
puisque par définition, ce sont des produits qui ont, pour les bons produits, hein, ce sont des produits qui ont des fenêtres de commercialisation inférieures au mois. Donc, ça va très, très vite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de regarder toujours et poser la question à votre banquier. Quel est l'upfront du produit structuré? Et l'upfront, c'est la commission que la personne touche. Il est possible qu'en vous posant la question, déjà, vous n'ayez pas toujours une réponse, mais que des fois, en ayant la réponse, vous tombiez de la chaise. Et vous comprendrez qui est le grand gagnant du placement financier. Un fonds structuré correct, c'est un fonds structuré qui n'a pas un upfront, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, qui n'a pas un upfront supérieur à 2%. Au-dessus de 2%, il faut quand même se poser quelques questions sur la pertinence. Vous comprenez bien que de l'argent qui part en frais, c'est de l'argent qui n'est pas injecté dans la performance. Je veux dire, il n'y a pas de magie dans tout ça. Donc, il faut être quand même très, très, très attentif. Les fonds structurés, soyez très attentifs également à l'émetteur. L'émetteur, il faut prendre uniquement des acteurs de premier rang, des acteurs en qui, l'année dernière, par exemple, il y a des gens qui ont passé des mauvaises nuits quand Crédit Suisse a fait faillite, parce que Crédit Suisse était un émetteur. Alors, heureusement, Crédit Suisse a été complètement repris par UBS, mais n'empêche que c'est ça, un risque émetteur. Un risque émetteur, c'est la banque qui émet, fait défaut, fait faillite. Ça veut dire que si vous avez investi dedans, vous perdez toute la mise potentiellement. Donc là, il ne s'agit pas d'aller sur de l'exhaustif. Sur de l'exotique, pardon, excusez-moi. Ouais, alors, ouais, je pense que ça revient toujours un peu à cette logique d'épargne réelle. Cette épargne réelle, parce que sur les fonds structurés, il y a cet émetteur, et cet émetteur, il est très important. C'est très important de le connaître. C'est la même chose sur les ETF. Sur les ETF, vous avez des émetteurs. Alors moi, je suis très vigilant sur les ETF parce que les ETF alors, il y a deux grandes catégories, les synthétiques et les physiques. Les physiques, ils détiennent les actions. Donc là, voilà, c'est un peu mieux. Mais bon, vous avez 100 000 euros en ETF. Ça commence à faire beaucoup d'argent chez un seul émetteur. Si c'est du synthétique et qu'il s'appelle Lehman Brothers, il fait faillite. Il faut être vigilant. Et donc, ça ne veut pas dire que l'ETF, ce n'est pas bon. Mais une fois de plus, il faut savoir quel est son risque. J'ai mon risque de réplication de l'indice boursier qui varie à la hausse comme à la baisse, mais j'ai aussi mon risque de l'émetteur qui peut aller très mal. Donc, moi, à titre perso, je préfère détenir mes petites actions dans mon, dans mon PEA ou sur mon compte titre et être aussi, acteur de mon épargne parce que je peux voter aux assemblées générales de ces, différentes sociétés. Voilà, alors c'est sûr que c'est plus compliqué. On n'a pas quelque chose qui est répliqué à la perfection par rapport à un ETF, mais bon, au moins, on sait où est-ce qu'on arrive. Voilà, ça c'est important. Une question sur les fonds obligataires. Ouais, on nous demande si est-ce que les fonds obligataires ne vont pas baisser quand les taux seront moins intéressants? Alors, la réponse est non, c'est exactement même le contraire. Quand on investit dans un fonds obligataire, c'est une excellente nouvelle quand les taux baissent, puisque mécaniquement, ça fait augmenter la valeur du fonds obligataire. Bon, ça, il nous faudrait un webinaire complet pour expliquer pourquoi, mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. C'est quand les taux diminuent, la valeur instantanée des fonds obligataires augmente. Ça c'est très important. La question est, est-ce que les taux vont baisser? Et alors là, je pense qu'il faut se méfier. Tout le monde a intérêt à ce qu'ils baissent, mais ce n'est pas parce que tout le monde a intérêt à ce qu'ils baissent qu'ils vont baisser. Ce sont deux choses très différentes. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités, comme je dis à mes enfants souvent. Donc, il faut bien discerner les deux sujets. Il n'y a aucune évidence dans la baisse de taux. C'est une probabilité. De là à ce que ce soit une certitude, il n'y a que l'avenir qui le dira. Voilà, écoutez, je pense que vous nous avez posé pas mal de questions. On a été ravis de pouvoir vous accueillir une nouvelle fois dans ce sujet très passionnant de l'épargne. Merci à toutes et tous. Si vous avez des questions complémentaires, bien évidemment, n'hésitez pas. On va vous adresser le lien du replay. On mettra les coordonnées d'Olivier si vous souhaitez, bien évidemment, le contacter, mais certains d'entre vous le connaissent déjà. Voilà, bon appétit, il est 13h. Merci pour votre confiance, toujours un plaisir. Si vous avez des remarques, des suggestions pour nous pousser à faire encore mieux, bien évidemment, nous sommes très preneurs. Et je pense qu'on a eu à peu près
on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci à tous. Merci Olivier pour ta présence, comme d'habitude, un plaisir. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. The webinar has ended. Thank you for joining. Goodbye.